Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. Aujourd'hui, je suis honoré de recevoir mon ami, mon mentor, mon inspiration, mon idole. Je t'ai mis au monde, dans le fond. Ouais, c'est ça. T'es plus jeune que moi, mais tu m'as mis au monde, mais c'est pas grave. Guillaume Bareil, comment ça va, chum? Ça va bien, ça va bien. Toi aussi? En fait, c'est un petit... Yeah! Je trouvais que t'avais l'air à vouloir. Ouais, mais c'est ça, moi, j'étais un colleux. Fait que, tu sais, ouais, c'est... Moi aussi. Cette phrase-là, dans d'autres circonstances, peut être très mal interprétée, là, mais en tout cas... je reçois toujours sur le show des gens que je trouve inspirants. On parle de marketing, on parle de création de contenu et tout ça. Puis toi, je te connais depuis 2000. Toi, tu fais l'exception. C'est ça que je pensais que t'allais dire. Non, c'est toujours des gens inspirants. Toi, t'es l'exception. Mais tu sais, ça en prend des fois. Non, c'est... Je faisais le breakdown dans ma tête, puis on s'était rencontrés en 2018. Puis c'est drôle parce que je vais te raconter une histoire là-dessus que je t'avais jamais racontée. On s'est rencontrés en 2018 à Funnel Hacking Live en Floride. Moi, j'étais avec mon partenaire de l'époque, Martin. Toi, t'étais avec Étienne. Ouais. On était les quatre ensemble. Puis là, on s'était merged together et tout ça. 4 barbus. Puis je me souviens que Étienne était dans le même Airbnb que nous autres. Puis vous aviez un lancement de programme en ligne pendant cette semaine-là. Puis j'avais été complètement sur le cul de voir parce que tu sais, comme Étienne finissait formation, puis il allait travailler là-dessus, puis je regardais, puis là, je voyais les chiffres qui rentraient, puis l'optimisation, puis tout le kit. J'ai trouvé ça absolument inspirant et tout. Puis la force des choses fait que maintenant, ben, on travaille ensemble pour mon livre. C'est toi qui s'occupe du lancement de mon livre, puis c'est toi qui s'occupe de la pub. Fait que je trouvais ça le fun de voir. Là, je suis comme en train de voir les deux côtés de la médaille. Fait que déjà, ça fait 2016, fait que ça fait 8 ans. Non, de 2018, que ça fait 6 ans. Ça va bien, les enfants. Puis, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Guillaume Bareil dans l'univers du marketing numérique? Ben, puis juste pour finir ton histoire, ce qui est vraiment intéressant que tu rapportes ça, vois-tu, ce projet-là qu'on lançait, on avait fait quelque chose comme 800 000 l'année d'avant. Ou cette année-là, probablement. Puis je me rappelle, j'étais parti de Funnel Hacking Live. Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais tu sais, ils donnent les awards là. Puis j'avais dit, moi, je vais en avoir un, puis l'année prochaine. Puis ça a pas pris un an parce qu'on l'a pas fait l'année suivante, mais un an et demi après, on a fait un lancement à 1 million. J'ai jamais eu d'awards parce qu'on n'utilisait pas ClickFunnels, là, mais... Pour ceux qui savent pas, c'est que à Funnel Hacking Live, c'est Russell Brunson qui lance ça. ClickFunnels avec la... ClickFunnels, c'est sa plateforme de génération de leads et tout. Et à la fin du gala, t'as le Two Comma Club, qui est comme 2 virgules. Fait que t'as 1 virgule pour le 1000 puis 1 virgule pour le million. Là, fait que c'est le club des 2 virgules. C'est le même qu'on pourrait le traduire. C'est vraiment plus Two Comma. Là. Puis tout le monde monte sur le stage. Puis cette année-là, il y avait eu le Three Comma Club. Il y en avait eu une couple qui avait réussi à générer des centaines de millions. Puis ça m'avait complètement jeté sur le cul, là. Puis on va en parler tantôt. Là. Je pense que c'était pas à lui, c'était à celui de Phoenix l'année d'après. Le gars qui vendait des leçons de piano puis qui avait généré des dizaines de millions. Là, mais on va revenir là-dessus tantôt parce que ça m'a fait une grosse différence entre la communauté entrepreneuriale américaine puis québécoise. Mais je le garde dans ma tête. Puis revenons à Guillaume. Qui est Guillaume? Entrepreneurialement parlant? Ouais. OK. Ben, tu sais, on peut pas dissocier l'un de l'autre, non, je pense. C'est ça, mais tu sais, je vais prendre l'angle de ça, tu sais. Si on retourne à l'origine, j'ai joué au golf quand j'avais 14-15 ans. J'ai joué avec des foursomes, mais j'allais beaucoup jouer seul. Fait que j'ai joint des threesome puis des twosome pour faire... Marco, fais attention à quoi tu penses. Ça, c'est parfait. Vincent, tu vas pouvoir isoler juste ce clip-là. Hein? Ça va être parfait. J'ai fait des threesome, j'ai fait des twosome, des foursome. That's it. J'ai complété des foursome. Des foursome, c'est parfait. Mais mon point, c'est que j'étais jeune. Puis l'été, qui joue au golf, c'est tous des entrepreneurs, des juges, des avocats, des agents immobiliers, des courtiers immobiliers, bref, tous des professionnels. Puis moi, la piqûre est venue là. OK. J'ai fait... OK, moi, je veux être comme eux, là, tu sais, je veux jouer au golf l'été, bref. Puis, à 18 ans, j'ai été entrepreneur pour la première fois. Ça a été vraiment un grand apprentissage. Je le résume comme ça. Je l'appelle ma gifle entrepreneuriale, ma première gifle. Un coup de pelle. Ah ouais, un méchant coup de pelle.
Mais je suis sorti de là en me disant, OK, c'était pas une bonne première expérience, mais je veux quand même le devenir. Fait que je vais aller sur le marché du travail apprendre. Fait que je travaillais en RH, je travaillais, puis finalement jusqu'à me mener dans les banques comme gestionnaire. Puis moi, ma conjointe est chiropraticienne, j'avais accès à un réseau. Fait que en 2011-2012, j'ai lancé de la formation pour les chiros en marketing, que j'avais eu une formation, puis de soir, j'apprenais, je faisais plein d'affaires, je travaillais en vente. Et donc, j'ai lancé ça, ça a super bien fonctionné tout de suite, ça. Tu sais, un premier beau succès, dans le fond, on va dire, c'était pas un coup de circuit, mais c'était suffisant pour rapidement devenir une agence marketing et me permettre de quitter mon emploi. Puis après ça, quelques années plus tard, j'ai dit crème. Premièrement, j'avais des références de chiro qui avaient des amis en construction, qui travaillaient dans le marché automobile, bref, un peu partout. Puis là, je me suis dit crème, je pense que je vais ouvrir mes horizons. Puis en 2014, j'ai lancé, pour vrai, un des premiers groupes Facebook. Là. À ce moment-là, il y en avait très peu. Je me suis fait passer en entrevue, je sais pas combien de fois, pour comment tu as fait partie de ton groupe Facebook. Puis ça, à l'époque, c'était ça. Là, puis c'était pas le côté technique, c'était parce que ce qui est arrivé avec ce groupe Facebook-là, c'est que je me suis dit, crime, pour aller dans d'autres marchés, il va falloir que je connecte avec d'autres entrepreneurs. Ouais. Donc, j'aimerais ça me ramasser peut-être 200 personnes là-dedans. Puis ça a pris, pour vrai, quelques mois, puis on était comme 6000 là-dedans. Là, comment ça s'appelait? Au départ, c'était le Mastermind Client à Volonté. Ouais. Mais après ça, tu l'avais changé pour... il y a eu toutes sortes de vies. Là, tu l'as-tu encore? Non, j'ai fermé ça à un moment donné parce que c'était plus de gestion qu'autre chose. Mais ça a plus la même... je l'entretenais pas. Bon, puis ça a plus le même impact qu'il y a quelques années. Là. Non, c'est ça. C'est drôle parce que je créais du contenu là-dedans constamment, puis en noir et blanc à l'époque. C'était comme mon edge. Okay. J'avais vu Brandon Burchard à un moment donné faire son contenu en noir et blanc, puis je me suis fait, hey, c'est beau ça. Ça sort de l'ordinaire. Puis c'est drôle parce que Martin, la première fois qu'il m'a vu, il m'a vu en vrai, puis c'est pas longtemps après qu'on s'est rencontrés. Donc, ton ancien partner, puis il m'a vu, puis il dit « Hey, t'es pas en noir et blanc! » Bref, ça me suivait. Ça m'a suivi sur un bout de temps. Fait que 2014, à peu près, groupe Facebook, qui me fait connaître, qui me fait faire plein de mandats différents à travers des agences, à travers plein d'affaires. Bref. Et ensuite, à un moment donné, je fais comme crème. Plutôt qu'être payé comme consultant en marketing à l'heure ou au forfait ou même en retainer que je commençais, j'ai fait crème. Je vais essayer de faire comme Jay Abraham, qui était mon idole, qui est encore un de mes idoles. Puis je vais prendre une portion des profits à place. OK. Je m'en viens bon. Fait que le risque est intéressant. Puis là, j'ai commencé à faire ça avec quelques projets, pas tous mes projets. Et j'ai eu des petites victoires, j'ai eu des belles victoires, puis j'ai eu quelques coups de circuit. Quand tu pars dans c'est quasiment de l'investissement, là, c'est de l'investissement à risque, de dire, il faut que tu penses moyenne au bâton. Tu le sais qu'il y en a qui vont perdre de l'argent, tu le sais qu'il y en a qui ne seront pas rentables, mais t'espères qu'il y en a un qui va décoller un moment donné. Ouais. Tu sais, au début, je n'aurais jamais fait ça parce que j'avais pas les skills. Ouais. Mais une fois que une fois que j'ai fait plusieurs mandats, puis là, j'étais comme OK, genre, ça marche, je suis capable de faire quelque chose. Puis si je suis encore plus investi puis que le reward il est encore plus grand possible, let's go, je m'en vais aller là-dedans. Fait que tu sais, si je te résume ça, moi, c'est difficile plus j'avance parce que, tu sais, comme toi, tu dis philosophe Moneyball, tu sais, moi, on m'a souvent appelé le philosophe marketing, tu sais, fait que j'aime beaucoup parler de spiritualité, tout le côté vraiment méta de la vie, tu sais, de voir en hauteur, puis comprendre la dynamique de l'humain, puis tout ça. Tu sais, je suis en train d'écrire un livre qui va être beaucoup plus là-dessus, tu sais. Mais le marketing, la psychologie, la vente me fait triper au bout. Ouais. Moi c'est comme ça que je te définis. C'est que tu sais, il y a des gars. Toi, je trouve que tu es un bel hybride entre les deux. Il y a des gars de marketing qui sont. Tu sais, c'est de la pub, faut que tu aies de la performance, tout le kit. Puis il y en a d'autres qui sont. C'est ton brand, ton image et tout. Toi, t'es vraiment un hybride des deux. Là. C'est de dire, oui, tu peux faire de la pub, mais si ton message en amont, il est pas fort, puis il est pas puissant, puis il est pas précis, ça donnera rien. Puis, écoute, c'est encore plus loin que ça dans ma tête, tu sais, puis je le dis pas tout le temps aux clients, puis je suis pas toujours comme ça, je l'exprime, mais moi, ce que je pense qu'on fait quand on crée une pièce de contenu, c'est qu'on encapsule une énergie à un moment donné. T'sais, on encapsule un savoir ou on encapsule une énergie du moment, une intention. T'sais, ici, ce matin, nous autres, on a une intention, on est là vraiment, puis là, on est en train de l'encapsuler.
Puis cette énergie-là, ben, elle va vivre de la même façon tant aussi longtemps que le média va vivre. On est d'accord? Ouais. Fait que ce que je trouve vraiment fascinant, moi, du média puis du contenu, c'est qu'une fois que c'est encapsulé puis que c'est gelé dans le média, après ça, ça va vivre pendant des années, tu sais. Puis, pour revenir à ton point, oui, c'est le brand, mais c'est aussi cette énergie-là qu'on réussit à partager avec le monde une fois, puis après ça, elle se duplique à travers le temps, puis elle se diffuse partout, tu sais. Puis là, des fois, tu as des gens qui, comme moi, c'est arrivé la semaine passée ou il y a 2 semaines, une personne qui me dit « Hey, j'ai écouté ton podcast avec un tel, c'était écœurant. » Puis je suis comme « Aïe, ça fait 2 ans que j'ai tourné ce podcast-là. » Ouais. Puis moi, je me rappelle même plus ce que j'ai dit, je me rappelle plus de l'intention que j'avais, qui devait ressembler à ce que j'ai toujours, mais l'énergie est encore là. C'est ça, exact. Ça qui est, moi, c'est ça qui me fascine, puis je te redonne le micro après pour arrêter de jaser, mais... c'est pas mal pour ça que t'es là. OK. David, je sais pas si tu connais le travail de David Hawkins, mais bref, c'est un homme qui est malheureusement décédé, qui était vraiment en avant de son temps, puis il a créé l'échelle de conscience humaine, puis bref, moi, son travail me fascine, puis ça a changé ma vie pour vrai. Puis lui, il avait, à l'époque, disait que l'humain a créé Internet principalement pour que les consciences puissent se connecter plus rapidement, plus facilement, pour qu'on puisse s'élever ensemble. Fait que, évidemment, comme dans tout, il y a de l'ombre et de la lumière, mais mon point, c'est que la création de contenu, c'est un accélérateur de diffusion de ta conscience puis de connexion avec les autres consciences. Puis c'est comme ça que je le vois. Puis tu me parles de pub, ça accélère le tout simplement. Ouais, ça fait juste permettre à plus de monde de... Ça diffuse l'énergie. Plus rapidement. Ouais. Avec une lecture des données ou une analyse des données qui peut être très pragmatique aussi en bout de ligne, parce que j'ai ça aussi en moi, que je suis comme, OK, cool, on diffuse l'énergie puis le brand puis whatever, mais après ça, regarde, d'un point de vue pragmatique, on a un CPL qui nous coûte tant, puis on a un retour sur investissement qui donne tant, puis notre séquence d'offres, il faut l'optimiser parce que dans le back-end, ça ne convertit pas assez. Fait que je suis comme... Ouais, c'est ça, je te dis hybride, t'es vraiment le mélange des deux, puis c'est drôle parce que quand parce que pour faire la genèse un peu de, tu sais, on s'est rencontrés en 2018, on a travaillé ensemble en 2020 parce que tu m'as aidé à définir mon message Moneyball. Ouais. Des tableaux que tu m'as fait sur des feuilles de papier ici dans mon bureau se retrouvent maintenant dans le livre. Pas les feuilles de papier, là, mais le frame. Donc, tu sais, les différents types de spectateurs, les différents types de joueurs que tu peux avoir Moneyball, la nouvelle compréhension des médias sociaux et tout le kit. Tu m'avais vraiment aidé à définir mon message. Puis, on a retravaillé ensemble pour mon programme de coaching. Puis, on s'était donné le défi parce que je te disais que malgré le fait que je suis devant la caméra, puis malgré le fait que je suis présent sur les médias sociaux, j'ai moi aussi le syndrome de la caméra. Là. J'aime pas me filmer, j'aime pas parler, puis tout le kit. Puis, les gens me disent souvent, OK, c'est super bon, ça va, tu sais, ça. Mais j'ai de la misère. Puis, c'est drôle, je vais revenir sur ton aspect d'énergie. C'est vraiment l'adaptation que j'ai faite. J'y vais vraiment avec mon énergie. Quand je ressens que j'ai une énergie positive qui est comme « Ah si, j'ai quelque chose à dire », puis là, je le file, ben là, je pars le téléphone. J'en ai fait un hier dans le char. Mon téléphone est sur le rack, puis j'avais quelque chose à dire, puis je sentais que c'était là. J'ai pesé, puis je l'ai fait. La qualité de l'image n'est pas top, mais la qualité du message est à mon sens puissant parce que j'ai eu du beau reach puis j'ai eu des belles interactions suite à ça. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que tu m'as appris que je trouve le fun de dire, tu sais, d'arriver puis de dire, aujourd'hui, je vais filmer 25 clips. Fait que je m'assois puis je filme 25 clips. Puis t'es comme, ouais, mais tu sais, ça se peut que ça soit une mauvaise journée, ça se peut que je sois pas dans la vibe et tout. Mais ça se peut qu'une journée que tu n'avais pas prévu tourner des clips, tu es dans une vibe que tu peux en tourner 12 qui vont être bien plus puissantes que tes 25 stagés. Je vais le dire dans ma main. Effectivement. Fait que ça c'était quelque chose que j'avais trouvé super le fun dans ça a vraiment facilité ma création de contenu. De dire, je vais arrêter de me casser la tête. C'est le même principe que les meilleures idées viennent dans la douche, en roulant en auto, en marchant dehors. C'est là que les meilleures idées viennent. On est d'accord? Ouais. Puis on dit tout le temps, capture tes meilleures idées sur le moment parce qu'ils reviendront probablement pas, tu vas les oublier, ce qui est une réalité. Puis moi, plus que je suis un créateur, plus que je trouve que c'est vrai. Puis ce qui est intéressant dans la façon de, regarde, je me fous du montage, je me fous de la qualité, mais je vais au moins le capturer en le faisant. Ce que ça fait, c'est que ça, encore une fois, ça cristallise ton idée, ça cristallise tout ça.
Puis il n'y a rien qui dit qu'après ça, tu diras pas à ton équipe en montage, dans ton studio, « Hey gang, l'autre fois, j'ai fait quelque chose dans le char, c'était vraiment pas pire, puis ça a bien réagi. » Vous savez quoi? On va le refaire, mais cette fois-là, je vais le faire en studio. Puis là, souvent, ce que ça a fait, c'est que ta pensée, même, elle a évolué. Elle a évolué, ouais. Puis là, ton concept, il est plus clair, il est plus synthétique, tu es capable de le présenter de façon plus courte, plus directe. Moi, écoute, j'allais dire tout, mais pas vrai, là, mais presque tous mes concepts sont nés d'une discussion dans des anciens podcasts que j'ai faits ou les podcasts que moi j'ai faits. Puis là, ça s'est mis à germer. Puis là, à un moment donné, je le refaisais sous un autre format, une autre forme, en coaching, puis ça. Puis à un moment donné, tu te dis, crème, OK, maintenant, je pense que je suis capable de le présenter en 60 secondes, ce concept-là, puis il va rentrer au poste. Tu sais. Ça, c'est que je trouve ça le fun. C'est que là, ce que tu viens de dire, je le décortique comme ça, là. C'est que, tu sais, t'as des idées, puis encore une fois, c'est toi qui me l'avais dit. Tu m'avais dit, souvent, tu vas créer du contenu basé sur des propres questions que tu te poses. Ou toi, tu trouves quelque chose d'intéressant, toi, tu te poses une question, puis plutôt que d'y répondre par toi-même, tu dis, Chris, si ça m'intéresse moi, il y a de fortes chances que ça intéresse du monde, donc je vais répondre à ma question, mais at large et tout. Fait que ça c'est le premier principe que je trouve le fun, de dire, s'il y a quelque chose qui te drive toi puis qui t'intéresse toi, ben il y a de fortes chances que ça intéresse ton audience. Exact. Puis la deuxième chose que j'ai adoré de ce que tu viens de dire, puis c'est souvent ce que je reproche à beaucoup d'entrepreneurs, c'est ce que j'appelle le recyclage de contenu. Tu sais, de dire, OK, oui, tu as fait une vidéo, tu sais, d'un aspect X, Y, Z, mais officiellement, cette vidéo-là, là, elle peut se décliner en un podcast, ça peut se décliner en 12 vidéos, en une formation, en un article de blog, si tu peux la décliner complètement. Puis, on a fait un parce que t'es partner avec Manu dans la LMF. Moi, je suis parti de la LMF, puis on avait fait la rencontre avec Sylvain Boudreau du Mois Inc. Puis il a sorti une phrase dans la formation qu'on a faite qui a complètement changé ma perception du contenu. Puis des fois, c'est des petites phrases bien niaiseuses. Là. Tu sais, on parle toujours de l'océan rouge puis l'océan bleu. Là, tu sais, de dire, il faut que tu ailles dans l'océan, où est-ce que tes clients ils sont, tout le kit, blablabla. Puis les gens focusent beaucoup là-dessus. Lui, il a dit, les clients, c'est une rivière. Puis là, j'ai fait, OK, les clients, c'est une rivière. Puis là, il a dit, ça fait 28 ans que je fais ma conférence, moi, Inc. Je la donne 150, 160 fois par année. Puis il dit, elle est toujours pertinente. Puis, moi, ça m'avait frappé. Moi, à l'époque, ça faisait 23 ans, je pense. Mais moi, c'était la même phrase qu'il avait dit dans un autre contexte, un autre mastermind. Puis quand il avait dit ça fait 23 ans que je donne la même conférence. J'ai fait, aïe, à quel point on se complique la vie, puis à quel point on regarde notre contenu, nos communications, nos idées à travers la mauvaise paire de lunettes. Ouais. Tu sais, c'est un tout, hein. Ce qu'on crée, c'est pas des pièces de contenu qui se connectent pas. On crée des pièces de contenu qui finissent par connecter les unes aux autres, puis à devenir une œuvre, à devenir quelque chose. Puis c'est là où moi, j'aime bien parler de... Fais donc comme si un jour, tu allais écrire un livre là-dessus. Puis moi, c'est littéralement ce que je fais depuis des années. Que t'en fais des petits bouts, là, ici et là. Puis à un moment donné, il y a des bonnes idées, des moins bonnes. Mon livre, là, c'est exactement ça. Mon livre est le condensé d'articles de blog, de posts, de formations que j'ai données dans les 9 dernières années, que j'ai décidé de tout synthétiser puis condenser dans un livre. Et voilà. Puis je pense que c'est ça qui est le fun dans ce que tu dis, c'est que, tu sais, tu parlais de la fille qui a écouté ton podcast il y a 2 ans. Puis là, tu sais, mais cette fille-là avait jamais vu ton podcast, avait jamais vu tes autres pièces de contenu et tout le kit. J'ai des gens qui me suivent, qui me disent, hey, je viens de commencer à écouter tes vidéos, puis c'est vraiment intéressant. Puis c'est comme, mais Chris, t'es abonné à moi depuis genre 2 ans. Ouais, mais avec l'algorithme, avec tu vas voir une pièce de contenu sur 10 de quelqu'un, une pièce de contenu sur 15. Fait que nous autres, on a le nez devant l'arbre, puis on est comme, mais il me semble que je dis tout le temps la même affaire, ou je suis tout le temps sur le même angle et tout. Oui, mais tu sais, t'apportes des subtilités et tout, puis c'est pas la personne qui va consulter tu sais, la personne qui va s'asseoir puis qui va dire, aujourd'hui, je consulte tout le contenu de Guillaume Bareil. Ça n'existe pas, là. T'sais, ça y va à la pièce. Le média qui existe pour ça, c'est le podcast. Ça, je peux te dire que je l'ai déjà vécu. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai eu Marketing haute fréquence avec Robin. On a tourné 86 épisodes sur à peu près 2 ans. Après ça, parallèlement, puis j'ai continué après, j'avais les mémos haute fréquence qui étaient vraiment plus courts, du short form, mais en podcast,
que je faisais. Puis d'ailleurs, je pense à les recommencer graduellement parce que ça me manque. Puis là, je fais avec Manu le Life Mastery Podcast. Mais je te dirais que c'est arrivé avec Marketing Haute Fréquence, mais surtout les mémos qui sont plus du short form, des gens qui me disent « Hey, je viens de passer le week-end à t'écouter non-stop. » Ça, c'est fascinant, pareil. Tu te dis, aïe, la personne, elle me connaît beaucoup là, en ce moment. Ouais, parce que moi, je faisais les mémos, mettons, puis je suis seul avec mon sel, puis souvent, je marchais en même temps. Bref, c'est dans ma vie, j'étais vraiment moi à 1000%. T'sais. Fait que, mais bref, tout ça pour dire que du binging, là, le podcast permet ça. Ça, t'as-tu vu, tu viens de me donner un autre angle que je trouve le fun parce que je vais faire un parallèle entre toi et Russell Brunson. Ah, okay. Parfait, ça. Parce que tes mémos, que tu faisais beaucoup en marchant, on s'entend la qualité sonore, là. C'est pas la qualité qu'on a en ce moment, là. Tu sais, on t'entend marcher, puis quand des fois, je fais « Oups », il y en a un qui passe, là, on entend un char qui passe et tout. Mais Russell Brunson avait un podcast qu'il faisait dans son auto. Fait que lui, le matin, il embarquait dans son char puis s'en allait au bureau. Il partait son téléphone sur dictaphone puis il jasait. Fait que là, t'entends les flashers, les chars qui passent, le ci, le ça. Puis s'il fait un podcast un jour de pluie, t'entends la pluie dans le windshield et tout. La qualité sonore n'est pas parfaite, mais la qualité du contenu, elle était là. Fait que ce qui fait qu'il y avait des millions d'écoutes. Puis ça aussi, c'est une autre affaire. C'est de dire, tu sais, souvent dans la philosophie Moneyball, je parle de la qualité du contenu. Mais il faut juste pas se méprendre. La qualité du contenu n'est pas l'esthétisme, tu sais, n'est pas le contenant. Non, exact. Tu sais, de dire, hey, mon podcast, il est écœurant, il est filmé avec 5 caméras, j'ai des plans, là. Ouais, mais tu dis de la marde. Tu sais, je veux dire, c'est. Fait il y a différents types de médias aussi ou de formats. C'est sûr que si tu investis en ads, puis que là, tu veux vraiment aller reacher une audience qui est froide, qui ne te connaît pas du tout, tu as peut-être intérêt, pas toujours, quoique pas toujours, là, mais au départ, le premier point de contact, c'est pas mauvais que ce soit sharp, tu sais, que ce soit tourné en studio, mais c'est probablement une pièce de contenu ou un angle que tu as fait dans ton char, que tu as fait avec ton tout seul, que tu as écrit plein de fois de différentes façons, que tu as fait en coaching avec tes clients, bref. Puis là, cette fois-là, tu es rendu prêt à le faire en studio, puis c'est sharp, puis tu sais que l'angle y est bon. Ça, c'est vraiment nice. Mais après ça, même après ce premier point de contact-là, les gens, ce qu'ils veulent, c'est l'arrière-scène, ils veulent la vraie affaire, tout ça. Puis là, c'est là où d'être un peu plus, un peu moins poli, en fait, moins professionnel ou moins qualité studio, c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est là que les stories sont... C'est là que les stories, tu sais, on en parlait tantôt avec la LMF, mais tu sais, Manu. Manu est un expert des stories, là. Lui, c'est des stories authentiques, pas de montage, rien. Je suis chez nous, je suis au gym, puis de connecter qui permet vraiment... Je pense que ça, c'est la plus grande force des stories, là, de permettre de connecter avec ton audience, là. On va se le dire, c'est un hook pour entamer une conversation. Tu sais, mettons un gars comme Manu, c'est ça qui est vraiment très fort. Puis tous ceux qui réussissent vraiment bien avec du short form comme ça, puis du stories, c'est qu'ils amènent souvent ça en DM après. Puis là tu toute la conversation, c'est ça qui va avec, puis c'est là que c'est extraordinaire. C'est un style complètement différent. Moi, je le dis souvent à Manu à quel point on se complète, justement, parce que lui, il est très, très fort en conversationnel, relationnel, puis faire ça à tous les jours, tu sais, d'une manière hyper disciplinée. Moi, une fois de temps en temps, ça me pogne pendant une semaine. Tout est plus la technique Alex Hormozy, là. Je vais te donner de la valeur jusqu'à temps que tu achètes mon produit. Moi, je traîne une bande, pas outbound. Je suis capable de faire du outbound, mais j'aime beaucoup mieux juste pour les auditeurs. Là. Le outbound, ça veut dire que, tu sais, mettons que tu fais une stories dans le but de hooker les gens qui te répondent à ton sondage ou qui t'envoient un message ou qui interagissent. Puis là, tu t'en vas vers eux après, puis là, tu développes la conversation jusqu'à peut-être éventuellement qu'il y ait plus que de la business qui se fasse ou pas, là, c'est pas important. Ça, c'est du outbound selon moi, dans le sens où tu vas chercher les gens. Alors que du inbound, c'est que tu attires les gens vers toi, puis ils t'écrivent en disant « Hey, là, ça fait longtemps que je te suis, là, j'aimerais vraiment ça, savoir si c'est possible de faire affaire ensemble, c'est quoi tes services, whatever. » C'est drôle parce que
je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Moi, j'ai toujours été inbound. Là. Moi, c'est la première campagne de pub que j'ai faite de outbound, c'est la campagne que je fais avec toi pour mon livre, mon programme de formation. Mais même ça, c'est du inbound à mes yeux à moi. C'est du inbound, oui, mais là, on a commencé la campagne de gérer des messages. Ouais. Donc, on dit aux gens, j'ai fait une vidéo de dire, hey, si vous avez des questions, posez-moi des questions. Et j'ai énormément de respect pour Manu. Oui. Il y en a des messages, là. Il y a des messages qui rentrent, puis là, il faut que tu builds, puis il faut que tu classes, puis il faut que... C'est la nouvelle... Tu sais, on va s'entendre, c'est le nouveau rôle du développement des affaires. Oui, 100%. C'est carrément ça. À l'époque, c'était fais tes calls, après ça, c'est devenu envoie tes courriels, qui sont encore très bons dans plein d'industries. Puis maintenant, c'est gère ton social selling. Tu sais, faut que tu ouvres des conversations en social selling. C'est un rôle, tu sais, pour vrai, puis même moi puis Manu, Manu est extraordinaire dans ce qu'il fait, mais on est en train de le libérer au complet pour qu'il puisse vraiment se concentrer là-dessus, puis on est déjà en train de préparer la next phase, qu'il va y avoir quelqu'un probablement à temps plein qui va être un développeur des affaires en train de faire ça, entre autres. Là, tu sais. Ouais, parce que, mais ça, c'est un point que je trouve important, c'est que, tu sais, là, on parle d'inbound, outbound, tout le kit, puis je le dis toujours dans mes formations, puis je le répète et tout. Il faut que tu bâtisses ta relation avec, tu sais, sur les médias sociaux. Il y a tellement de monde puis il y a tellement de marketeurs, là, je vais les nommer de même, là, pour rester poli, là, tu sais, qui disent, tu sais, je vais te montrer la technique pour pouvoir générer 10 000 $ de revenus par mois en dedans de 30 jours. En souvent, c'est 8 étapes simples et tout ça. Puis, tu sais, il n'y a pas de connexion humaine, il n'y a pas de création de contenu pour entretenir puis donner de la valeur à ta communauté. C'est juste de la pub. Tu te dis au volume, je vais réussir à closer, puis je vais réussir à faire des ventes. Tu sais, je sais pas c'est quoi ta position par rapport à ça. Moi, c'est pas une position que j'apprécie parce que je trouve que ça dénature les médias sociaux de dire les gens, ils vont là pour s'informer, pour se divertir. Mais il y a des gens qui ont du succès pareil avec ça, là, tu sais. Écoute, je te dirais que je suis tellement... Hey, là, je vais sonner comme un vieux. Non, mais tu sais, j'ai tellement tout vu, là, on dirait. Tu sais, faut se rappeler qu'en 2011, moi, l'objection numéro 1 des gens pour faire affaire avec moi, c'était « Tu vas-tu juste partir avec ma carte de crédit, mon esti? » OK. Tu sais, c'était ça, le monde faisait pas tant de banking là, en 2011 encore. Non, clairement Facebook avait pas de vidéo, il y avait juste de la pub dans la colonne de droite. Tu sais, tu comprends? On oublie ça, mais c'est pas loin, mais en même temps, c'est loin en termes de web 2011. Ouais. Fait que tu sais, j'ai vu tellement de stratégies, j'ai fait tellement de stratégies et tout ça que je suis vraiment rendu à une place que si c'est fait avec des bonnes intentions, si ça élève tout le monde dans l'expérience, le comment y arriver, je suis comme open, moi, à tout. Tu sais, mettons comme toi, on fait de la pub pour acheter tout de suite. Tu sais, c'est pub, achat pour un livre. Tu sais. Puis là, il y a une belle offre autour de ça. Fait que tu sais, c'est un ask immédiat, mais il fonctionne super bien. Puis moi, selon moi, c'est une belle valeur qu'on offre. Ouais. Après ça, tu peux faire, encore une fois, d'autres asks en amenant les gens dans ton funnel, en leur donnant une tonne de valeur à travers une vidéo de 10-15 minutes, puis ils vont comme faire « Oh shit, c'était écœurant ça! » Puis tu peux leur faire un ask tout de suite après, puis ils se sentiront pas mal là-dedans. Tu sais, je pense que ce qui te dérange dans la promesse du 10 000 par mois, dans la façon que c'est fait, tout ça, c'est souvent le côté avare de la chose. Que je le fais pour l'argent, puis j'amène du monde qui le font pour l'argent, ça fait que là, on est une maudite belle gang qui fait tout ça avec le couteau d'un dent juste pour aller chercher du cash. Ouais. Ça, jamais ça va amener une belle vibe à personne. Non, jamais. Fait que je pense qu'il y a ça qui dérange d'un côté. Puis l'autre chose, c'est la rigidité dans les recettes que ces gens-là apportent. Ouais, souvent, c'est de la traduction, là. Je veux dire, on va se le dire, là. C'est souvent des coachs américains qui ont des programmes. Tu prends le programme, tu le transfères en français. Moi, j'avais déjà eu, juste pour une anecdote comme ça, je suivais un marketeur que je nommerais pas et il m'envoie une infolette. Et dans l'infolette, je la lis, puis je suis comme... Ça me dit quelque chose. Ça me dit plus que quelque chose, là. Et là, c'était du Sabri Soubi, Sell Like Crazy. Et là, je m'en vais fouiller dans le livre, puis je dis, Chris, c'est copier-coller, là. Mm-hmm. Mais c'était pas copier-coller comme Sabri Soubi a dit que. C'est-à-dire, hey, moi, je vais t'expliquer quelque chose, tu sais. Puis là, j'avais envoyé un message au pseudo-marketeur. J'ai dit, tu sais... Cite au moins, tu sais.
Puis là, il m'a répondu, désabonne-toi si t'es pas content. Je suis comme, OK. OK. C'est. Mais ce que je veux dire, moi, par la rigidité aussi, c'est surtout, mettons, si la recette, c'est tu fais de la pub qui drive vers un groupe Facebook, tu contactes tout le monde du groupe Facebook sans exception, puis tu leur demandes tout de suite c'est quoi leur problématique, puis tu payes sur le problème pour convertir. Si c'est ça la recette, tout le monde passe dans la même recette. Ouais. Mais la réalité, c'est que toi, t'es un people person. Ouais. Puis toi, ben, t'es meilleur en rencontrant les gens en vrai. Ouais. Toi, t'es meilleur dans les événements. Mais là, la recette, je dirais pas pour toi, là, tu sais, mais non, on va te rentrer dedans, puis c'est ça, puis fais ça, puis c'est ça qui va fonctionner, tu sais. Ouais. Exemple, quelqu'un qui pourrait arriver puis dire, faut que tu fasses des vidéos. Faut que tu sais, la recette, c'est qu'il faut que tu fasses des vidéos que tu vas mettre sur les médias sociaux, puis tout, puis tu vas parler, puis la personne est comme, ouais, mais moi, je suis pourri en vidéo. Exact. Je suis pas capable de parler. Fait que c'est ça. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Il y a bien des auteurs qui fonctionnent super bien avec leurs quotes. Ouais. Puis ça fonctionne très bien. Là. De mes meilleures publications, moi, c'est mes idées écrites en tweet, on va dire, là, l'équivalent d'un tweet. Là. C'est dans mes meilleures pièces de contenu. Comment qu'on dit ça maintenant? D'un X? Parce que maintenant, c'est ça. Ouais. C'est un TweetX. Un TweetX. Un Xweet. De toute façon, c'est pas là-dessus que je l'ai fait, là, mais non, je comprends. C'était pour l'image. Puis j'aimerais ça parler de quelque chose avec toi. Quand on a fait Action 3S, tu as fait une conférence. Que j'avais trouvé super intéressante, puis tu nous avais parlé. Qui va être mon livre d'ailleurs. Tu nous as parlé de la vallée du désespoir. C'est ça? C'est vrai? C'est très bien imagé, mais je l'appelle la vallée des éveillés. Ah, la vallée des éveillés. OK. Mais il y a des prisonniers dans la vallée des éveillés, donc eux, ils vivent le désespoir. On peut s'en parler de ça? Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, mais en fait, c'est ça, c'est un bon exemple de contenu que ça fait... pour vrai, je pense que ça fait 5 ans que je développe. Puis, en fait, c'est une vision de la vie que j'ai développée pour... Écoute, la mission, essayer que tous les êtres humains se retrouvent dans une métaphore. C'était vraiment ça mon intention. Fait que ça fait 5 ans que je développe ça. Est-ce que tu fais de l'acide? Je fais pas de l'acide, mais on me dit des fois que j'ai un petit côté spécial. OK. Ouais. Puis, mais c'est ça le côté philosophe un peu. Puis moi, ça me fait triper ces idées-là, trouver un sens à plus grand que nous, puis ça. Puis quand je travaille là-dessus, au moins, j'ai pas des idées noires, on va dire ça de même. Non, mais tu sais, il y a bien des humains qui se retrouvent, puis là, on va y aller dans le contenu d'ailleurs, que c'est très proche, que je vais dire, mais que si leur pouvoir créateur n'est pas exploité, développé, déployé au quotidien, qu'est-ce qu'ils font? Addiction et autres. Ah ouais. Automatiquement. Ah oui. C'est un peu ça mon point. Parce que de créer un projet, tu sais, d'être allumé, je le sais que toi, tu le sais, puis parce que tu as un profil similaire au mien, mais la dopamine qui est produite quand tu as une bonne idée, puis tu es comme « Oh my God, que ça va être malade mental. » Mais dans le processus de création, il y a toutes les hormones qui sont stimulées. Puis en fait, on pense que tous les humains ne sont pas créateurs, mais c'est complètement faux. Tous les humains sont créateurs. Ouais. C'est ça le point, c'est que, dans le fond, ma métaphore est la suivante, c'est que moi, je vois la vie comme 2 montagnes et une vallée. OK? Donc, tu as la première montagne de ta vie où tu nais, OK? Comme tout le monde, on sort du ventre d'une mère. Et si on est... Attends, 2024? Ouais, c'est ça. Jusqu'à maintenant, tu sors du ventre d'une mère. Et... si on est encore là aujourd'hui pour jaser ensemble, puis tout le monde nous écouter, whatever, ça veut dire qu'il y a des adultes qui ont pris soin de nous pour nous feeder, nous nourrir, puis s'assurer qu'on grandisse. Bons parents ou pas, on s'en sac. Là. Mm-hmm. Le point, c'est qu'il y a des adultes qui ont pris soin de nous, c'est sûr. Puis après ça, ben, on est devenu enfant, adolescent, jeune adulte. Mais toute cette première montagne-là de la vie, moi, comment je le vois, c'est que on fait très peu de choix sur cette montagne-là. Ouais. Dans le sens où tu nais, les adultes prennent soin de toi. T'es enfant, les adultes te disent quoi faire. T'es ado, les adultes te disent quoi faire puis t'essayes de faire l'inverse. Mais c'est pas un vrai choix. Dans le fond, tu fais juste réagir ou t'es écoutant puis tu suis le chemin. T'as même pas le temps de penser à ta carrière qu'un orienteur te dit ce que tu dois faire dans la vie. Tu te retrouves assis au secondaire, au cégep, à l'université si tu y vas, dans une job parce que faut que tu sois dans une job puis il faut que ce soit sécure puis il faut que tu provides puis en couple parce que c'est le chemin à suivre. Puis bref,
tu sais, rapidement, là, tes premières années de vie jusqu'à la jeune adulte, c'est la première montagne de ta vie, puis c'est inévitable, on passe tout par là ou presque. Puis on fait très peu de choix. On crée pas grand-chose, on fait comme tout par automatisme, par les croyances des adultes qui nous entourent, des gens qui nous entourent. Ceux qui se révoltent contre leurs parents et leur famille, ben ça va être la musique, le cinéma, ça va être... Mais il va y avoir une autre source d'influence qui va les former. OK? On est d'accord jusque-là? J'adore ça. C'est ça. Puis là, après ça, à un moment donné, ben, il arrive ce que moi j'appelle les craquements. OK? C'est comme des petites fractures, des petites fissures que là, tu fais comme est-ce la personne avec qui je veux passer ma vie? Est-ce la carrière que je veux vraiment? Ouais. Puis là, il y a des doutes de même qui montent. Puis c'est sûr qu'il y a des compulsions des fois qui vont monter, qui vont être « j'ai juste le goût de tout sacrer ça là, puis ça. » Calme-toi, ça, c'est peut-être pas la bonne chose. Mais des fois, il y a l'intuition. Ah non? Ouais, c'est ça. Et des fois, il y a l'intuition. OK? Puis c'est ton cœur qui parle. OK? Puis quand c'est une intuition, elle va demeurer dans le temps. Versus la compulsion, après 2 semaines, tu vas avoir oublié ta compulsion. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ta bonne idée de sacrer ta job là, tu vas l'avoir oublié ou, tu sais, il y a plein d'affaires de même que... Ah, moi, je vais te faire une comparaison. C'est comme un tatou. Ah, c'est qu'à je pourrais me faire un tatou genre de ça. Ouais. Attends une couple de mois. C'est ça. Puis là, 2 mois plus tard, t'es comme... Ah ben non, je suis content de pas me faire tatouer la face de ma mère sur mon omoplate. C'est ça. Mais mon point, c'est qu'il y a ces craquements-là qui sont là pour... t'allumer finalement que c'est peut-être dû pour des changements. Puis les craquements, moi j'ai remarqué qu'il y a 3 craquements possibles. Le premier, c'est le manque de sens. Ouais. Est-ce que je me sens pas utile pour personne, dans ce que je fais, dans ce que je suis, whatever. Le deuxième, c'est le feu du potentiel inexploité. Ça fait que t'as un feu en dedans, là, t'es comme il me semble que je pourrais faire plus, être plus, accomplir plus, puis là, ma vie actuelle me le permet pas. Puis l'autre, c'est t'es dans une prison de ta propre vie, tu te sens étouffé. Fait que sur papier, t'as le couple, la famille, la maison, les enfants, la job, t'as tout le monde est comme fier de toi, t'es supposé être fier de toi, t'es comme je suis pris là-dedans. Puis moi, j'avais les 3 à une époque, mais le dernier, ça a été l'étouffement qui m'a fait même avoir une crise d'anxiété à un moment donné sur la route, où je pouvais juste plus retourner au travail. Ça, c'est quand tu étais dans la finance. Ouais, exact. Okay. C'est littéralement la crise d'anxiété là, finale, là, on va dire. Là. Je me suis levé, je me suis habillé, je suis allé dans l'auto pour aller au travail. J'ai fait une crise de panique sur l'auto, dans l'auto, sur la route. Je me suis mis sur le côté, j'ai envoyé un courriel de démission, puis je suis plus jamais retourné dans ma job. C'est fou, hein? Ouais. Moi, c'est drôle parce que je trouve que... Où est-ce que je trouve ça? Là, on est juste au top de la première montagne. J'adore ça. Moi, je me sens énormément interpellé par ce que tu dis parce que moi, je suis un entrepreneur depuis que je suis tout petit. Ouais. Tu sais, j'ai écrit mon premier livre, j'avais 13-14 ans. C'est un livre de Donjon Dragon. Là, puis, mais tu sais, j'avais tout fait le processus créatif. Claude, arrête de rire. Puis, j'avais tout fait le processus créatif, j'avais tout inventé mes règles, tout le kit. Puis à l'époque, là, je te parle de ça, j'avais, mettons, 14 ans. Fait que là, c'était en 96. Mais 96, là, quand tu disais aux gens un entrepreneur, il y avait un réflexe. Ils disaient, tu construis des maisons. Parce que c'était entrepreneur général, tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai toujours eu cette fracture-là du manque de sens, de dire, mais moi, j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un, j'ai pas envie d'avoir un job, Puis c'était dur à l'époque de le définir parce que t'es comme, ouais, mais tu vas pas avoir une vraie job, tu vas pas avoir de sécurité, tu vas pas avoir de... Puis c'est un mouvement qui est souvent arrivé. Puis moi, ce que les gens ils me disaient, c'est qu'ils disaient, Chris, t'as tellement de potentiel. Puis tu le scrapes parce que, tu sais, de dire, tu pourrais être directeur des ventes ou représentant des ventes pour une compagnie organisée, structurée, t'aurais le fonds de pension, t'aurais le salaire, t'aurais le char fourni, tu sais, t'aurais tout ce que tu disais. Je suis comme, tu me dis ça, là, puis j'ai chaud. Mais pas chaud d'excitation, là. Je fais comme Chris, non, ça me tente pas pantoute parce que ça veut dire qu'il y a des obligations, il y a un cadre, il y a des, tu sais, puis il y a un processus créatif qui est pas là. C'est de dire, tu sais, j'ai travaillé, Chris, en 2014, quand j'ai fini ma première business, j'étais allé travailler pour Belle Mobilité, là. Tabarnak, si t'en veux un cadre, puis strict, tout le kit, là, puis dire que tu choisis pas. Puis là, tu sais, je m'étais fait blâmer un peu parce que premier meeting, tout le monde arrive veston cravate. Moi, je suis arrivé, j'avais pas de cravate. Puis là, c'est comme, pourquoi t'as pas de cravate? Je suis comme, ben, parce que je porte pas de cravate. Est-ce qu'on va me définir en tant qu'être humain parce que je porte pas de cravate? Tu sais, déjà, la fracture venait de commencer, là. C'est ça.
Fait que ça vient vraiment me chercher parce que ça définit très bien l'état dans lequel j'étais. Mm-hmm. Puis dans le fond, souvent, quand je vais présenter ça en conférence, j'interagis avec les gens, tout ça, puis là, c'est vraiment fascinant de voir à quel point des doutes ou des messages, on va dire, qui montent du cœur à la tête, qui sont des craquements, des fissures, il y en a de toutes sortes, mais ils rentrent toutes dans ces catégories-là de le feu du potentiel exploité, le manque de sens dans ce que tu fais, ce que tu es, puis l'autre qui est la prison, le sentiment d'être en prison, s'étouffer dans ce que tu as créé, tu sais, parce que c'est pas vraiment toi qui l'as créé comme tu le voulais, tu sais. Ouais. Fait que là, tu te retrouves dans une position où tu peux soit écouter les craquements si on veut, ou soit les laisser de côté. Tu sais, tu peux faire je veux pas entendre ça, ces questions-là, ça, parce que tu connais les réponses, puis t'aimes pas les réponses, parce qu'il va falloir que tu fasses le kamikaze dans ta vie, peut-être. Tu sais. Ouais. Fait que là, tu les étouffes, tu sais, tu les ignores. L'alcool et la drogue est un excellent moyen pour étouffer ça. De fuir, exact. Ouais. De fuir. C'est pas une recommandation, soit dit en passant. Non, je veux juste vous dire que c'est un moyen. Ben, c'est un moyen que les gens utilisent beaucoup pour ça. Ben, c'est exactement ça mon point. C'est que justement, si tu l'écoutes pas, ça, il va falloir que tu le fuis. Puis s'il faut que tu le fuis à tous les jours de ta vie, ben probablement qu'il va falloir que tu trouves des moyens pour être capable de le fuir. Mm-hmm. Fait que c'est là où tu fais quoi? Ben, t'achètes, tu consommes, whatever, ce que tu choisis, ton arme de prédilection, mais tu t'auto-détruis ou tu t'engourdis pour ne pas entendre ce qui monte. Fait que là, tu te déconnectes complètement de toi, de ton cœur, de ton intuition. Puis là, ben, ça fait un humain qui, un jour ou l'autre, c'est inévitable, il va se passer une de ces choses-là, c'est tu vas te retrouver dans un état de dépression. Mm-hmm. La vie va t'envoyer une maladie qui va faire en sorte que tu n'auras pas le choix de changer. Ou bien un accident, un événement traumatisant dans ta vie que tu n'auras pas le choix, encore une fois, de changer. Ouais. La vie va faire comme, tu m'as pas écouté, tu me fuis, voilà, blanc. Puis là, tu n'auras pas le choix. Puis des fois, ça arrive tard dans la vie, des fois, ça arrive tôt, peu importe. Ou bien, l'autre choix, c'est que tu écoutes les craquements. Je peux-tu me permettre une parenthèse? Ben oui, vas-y. C'est ton podcast. Mais mon père est décédé à 63 ans. Okay? Mais mon père était exactement la définition de ce que tu as dit. Mm-hmm. Perte de sens, prison et tout ça. Mon père était marié depuis une vingtaine d'années avec sa seconde femme. Il y avait moi, mon frère, puis sa femme avait une fille. Fait qu'on était 5 dans la maison. Puis mon père, c'était le pourvoyeur. Fait que c'est lui qui ramenait l'argent à la maison, tout le kit. Je le voyais pas comme ça à la base, mais maintenant, je suis capable de le voir avec une perspective. Fait que mon père partait le matin, il allait travailler, il revenait, il restait à la maison, il écoutait le hockey. Le soir, il s'occupait il coupait le gazon, tout le kit. Puis tu sais, copier-coller. Mon père était d'une platitude incroyable. Je le trouvais poche. Là. Des fois, mettons, on partait en vacances, là il était hype, mais... Puis je le disais tout le temps à mon père, il m'aurait jamais rien appris. T'sais, je voulais faire du vélo, il m'achetait un vélo. Mais il me montrait pas à faire du vélo. Fais ton vélo. Ouais. Et ce qui est arrivé, sa femme est décédée à 51 ans du cancer. Okay. Fait que mon père avait 54, 55 dans ces coins-là. Et je l'ai toujours dit, j'ai dit, le père que j'ai connu est mort en même temps que sa femme. Parce que là, sa femme est décédée. Là, on était rendu à un âge, on habitait plus à la maison et tout ça. Fait que là, lui, il fallait qu'il se redécouvre. Mon père ne savait pas faire du lavage. Là, okay. Et le père que j'ai découvert à 55 ans était diamétralement opposé à celui que j'avais connu. Ouais. Il était enjoué, il était de bonne humeur, faisait de l'exercice, il était tout le temps occupé, il faisait plein de trucs, tout le kit. Mais il y a eu cette fracture-là, il y a eu un décès qui est arrivé, puis qui a fait OK. Je peux-tu comme profiter de la vie pis tout le kit, mais ça veut dire que mon père, pendant toute sa vie, il a étouffé ça. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ton père, puis tu vas voir, j'ai presque rempli ma mission d'être capable d'expliquer la majorité des vies des êtres humains, je te dis. Ton père, jusqu'à 54, t'as dit, était un humain conditionné qui a, entre guillemets, subi sa vie et qui a rempli ses obligations, mais d'une façon machinale, automatique et en respectant quoi? Ce que la société lui disait de faire. Qu'est-ce que tu connaissais sur mon père? Oui, c'est ça. Soit un bon père, soit un pourvoyeur, entretiens ta maison, donne ce qu'il provide à tes enfants. That's it. Ben, puis même lui est allé plus loin que ça. Il a même suivi le loop de dire il est pas mort trop vieux. Fait qu'il a pas vécu au crochet de la société. Fait que, lui, c'est le perfect deal. Lui, il a respecté tout. Là. Fait que ça, c'est sa première montagne. Sa deuxième montagne,
il est devenu quoi? L'humain créateur de sa vie. Ah, okay, il a commencé, c'est ça. Fait que là, il a commencé à créer ce qui fait de son temps, ce qui fait de son énergie, ce qui fait de son, peut-être de ses journées, carrément, ce qu'il fait avec ses enfants, ce qu'il fait de lui-même, puis il est devenu créateur, tu comprends? Fait que là, tu l'as senti allumé, tu l'as senti. Oh, 100%. Ton père, il a, quand sa femme est morte, ça a été un événement traumatisant qui l'a obligé à changer, right? Ouais. Et rapidement, ce qu'il a fait, ça l'a éveillé, puis il a monté à la deuxième montagne de sa vie. Fait que là, il était dans la vallée des éveillés. Ben, la mort de sa femme l'a emmené dans un éveil obligatoire. Il a crissé le camp en bas de la montagne. C'est ça. Puis là, il n'a pas eu le choix, une fois qu'il était là, de se réinventer. Donc, parce que c'était un événement traumatisant, puis qu'il l'a pas écouté, mettons, à ses 30 ans, il a pas pu s'y ajuster, il a pas pu... Fait qu'il a fallu qu'il rattrape le temps, puis il l'a fait de façon très condensée. Ouais, parce qu'il est décédé à 63. Fait que, je veux dire... tu sais, moi j'ai déjà fait un post là-dessus de dire, mon père, quand il est décédé à 63 ans, cancer, il m'a dit, ça me fait chier de mourir, c'est la première fois de ma vie que je suis heureux. Fait que, tu sais, ça revient à ce que tu disais, là, il était rendu là, puis là, t'es comme, ah oh? Ah ouais. 63, c'est un peu tard, tu sais, pour être heureux sur une si courte période de temps, tu sais. Fait que, tu sais, si on revient à nos craquements, là, quand ils sont là, si tu les écoutes, là, c'est le moment où tous les obstacles vont se pointer devant toi, tous les défaites, tous les excuses vont se pointer devant toi. Fait que là, on emprunte la philosophie stoïque. Obstacle is the way. Ça veut dire que là, c'est le temps de descendre dans la vallée puis de faire preuve de courage. Okay? Tu viens de vivre ta vie dans la peur et ses dérivés, que j'aime bien dire, c'est-à-dire que tu as eu le couple par peur de te retrouver tout seul, la job par peur de ne pas être en sécurité puis manquer d'argent. Tu as suivi l'éducation par peur que tes parents te disent « Tu as un potentiel, puis là, j'ai investi en toi, puis là. Tu as fait plein d'affaires par peur, non pas par choix. T'sais. Là, des petits craquements, tout ça, tu les écoutes, faut que tu descendes dans la vallée. Okay? Parce que là, tu es en train de t'éveiller. Puis là, tu descends dans la vallée. Puis pourquoi c'est une vallée? C'est parce qu'il faut que tu laisses des choses en arrière, mais tu n'es pas obligé de tout laisser en arrière. Tu gardes des acquis, ton expérience, ta sagesse, ce que tu veux plus dans ta vie, tout ça, mais là, tu t'en vas dans la vallée, puis c'est le temps de te réinventer. Puis dans cette réinvention-là, c'est quoi que tu deviens? Tu deviens un créateur. Puis là, il faut que tu apprennes que, tu sais, puis moi, je vais te donner un des exemples. Quand j'ai quitté ma job, pendant au moins 1 an, si c'est pas 2, j'ai travaillé de 9 à 5, même si j'étais entrepreneur. J'étais conditionné jusqu'à la moelle de comment fonctionnait mon horaire, tu comprends? Puis ça, c'est juste un exemple, mais j'étais pas le créateur, pas en toute de ma vie, là, de mon horaire. Là, j'étais encore conditionné, je le faisais juste dans des nouvelles circonstances. T'sais. Puis à un moment donné, ben, j'ai fini par comprendre que, OK, tu peux créer, oui, des projets d'affaires, mais tu peux créer ton horaire, tu peux créer ton énergie, tu peux créer ta mission, tu peux créer tes relations, tu peux créer tout, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai découvert que crime, moi, à 2h l'après-midi, je suis mieux de pas être en train de travailler, là. Je suis bien mieux dehors en train de faire d'autres choses. Fait que maintenant, je m'entraîne à 2h l'après-midi. Mais à 5h le matin, il y a des fois où il y a des périodes dans l'année, c'est vraiment très bon que je sois debout en train d'écrire, en train de créer ma mission. Ouais. Puis mes relations, j'ai trouvé des spots, puis j'ai découvert que crime, aller en voyage, c'est une très bonne chose pour moi pour créer. Ben voyons, tu t'en vas en voyage, voir que tu vas travailler. Je te dis, je m'en vais créer en voyage. Parce que c'est un environnement qui change la notion du temps complètement. Je deviens super puissant dans ces circonstances-là. Fait que tu sais, là, tu réapprends à créer ta vie, puis c'est en montant à la deuxième montagne de ta vie, tu deviens un humain créateur. Puis là, c'est des règles complètement différentes. Je trouve ça. Est-ce que tu peux avoir plus que 2 montagnes? Honnêtement, dans ma métaphore, non. Parce que parce que tu comprends que tu sais, je pourrais arriver puis monter une première montagne, puis là, tu sais, là, je commence à être éveillé, mais là, je commence à monter, puis je fais comme, hey, regarde, sais-tu quoi, j'ai la perte de sens, tu sais. Je le file plus comme je le filais, puis tout le kit, puis... J'ai tout prévu, Marco. En fait, la deuxième montagne, elle n'a pas de sommet. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est un sommet infini. Très fort. Parce que dans le fond, si j'emprunte un peu de Maslow, tu sais, la pyramide de Maslow, le top de la pyramide, c'est l'actualisation de soi. OK? Dans les écrits populaires. Mais la vérité, c'est que Maslow, avant de mourir, il a ajouté la transcendance de soi. Qui est en fait, tu finis par, une fois que tu t'es actualisé complètement, ce qui est quand même difficile et très peu d'humains vont y arriver,
Là, après ça, il y a le don de soi, puis penser à plus grand que soi, puis etc. Puis dans le fond, c'est là que le sweet spot y est. Puis il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond à ça. Autant dans l'actualisation de soi que la transcendance, tu n'arriveras jamais à dire « OK, done deal, c'est fait. » Tu peux toujours contribuer plus, tu peux toujours avoir plus d'impact, tu peux toujours... Fait que c'est pour ça que la deuxième montagne n'a pas de sommet. Puis l'autre chose, c'est que tu apprends vraiment à apprécier le processus, l'aventure, le chemin, puis les victoires, les résultats, tout ça sont au quotidien. Moi, je dis tout le temps, maintenant, moi, c'est pas mon futur six-pack abs que j'attends pour être content. C'est chaque jour que je vais au gym, je gagne, puis j'ai les résultats que je veux. T'sais. Des micro-victoires. Des micro-victoires, ou comme Manu dit, c'est actualiser ses résultats futurs au quotidien. Bref, peu importe comment on le voit, mais c'est vraiment ça. Ouais, puis des fois, ce que j'aime faire aussi, puis je trouve que c'est important de le faire, mais dans une certaine notion de contrôle, c'est que, tu sais, il y a des gens qui vont tout le temps revenir en arrière pour dire, ah, tiens, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, puis si j'avais fait ci, puis, tu sais, ça, je suis 0-0 là-dedans, là, c'est zéro constructif. Cependant, j'aime bien revenir en arrière des fois, où est-ce que, tu sais, la business, c'est le post que j'ai fait cette semaine là-dessus, c'est de dire la nature de ma business a changé beaucoup dans les dernières semaines, derniers mois. J'ai dû congédier des employés. On a fermé le département de création de contenu. Puis là, on se focus vraiment sur formation, coaching, stratégie. Puis on travaille avec les petites entreprises et tout. Et ça fait 2 mois à peu près. Là. Puis il n'y a pas si longtemps, cette semaine, je suis revenu dans mon état que j'étais il y a 2 mois. Où est-ce que catastrophe, c'est la fin du monde, c'est sûr que je vais faire faillite, je suis une honte, je suis un tas de marde, tu sais, name-les toutes, là. Puis là, de dire que je sais même pas si je vais être là dans 2 mois. Mais ça, c'est pas cartésien, là, ce que je dis là. C'est purement émotif, là, de dire, mais là, on est 2 mois, là. Mais moi, j'aime ça, des fois, faire juste une pause, puis de revenir en arrière, puis de faire, câlisse. Pas si pire que ça, finalement. Tu sais, je veux dire, ça a-tu valu la peine de paniquer autant puis de dire que... Fait que le petit rewind, là, juste de dire dans quel état d'esprit j'étais il y a 2 mois quand la période était tellement pénible, finalement, c'est pas si pire que ça. Tantôt, tu me demandais, tu sais, y a-tu plusieurs montagnes? Comme je te dis, il n'y a pas de sommet, première des choses. Puis l'autre chose, c'est que plutôt, c'est plus que tu retournes dans la vallée, te réinventer. Imagine comme si tu montais l'Everest, mettons, ce que j'ai jamais fait. Puis je ferai probablement jamais. Mais, tu sais, souvent, il y a des groupes qui partent. Là, il arrive à un camp de base. Puis mauvaise température, là, on retourne au camp de base. On retourne au camp, OK. Fait que c'est un peu le même principe, c'est que tu retournes un peu en arrière juste pour réinventer tes choses, revoir tes affaires. Puis tu dis, OK, let's go, on repack, puis on repart. T'sais. Fait que c'est un peu ça, ma vision des choses, c'est que moi, je suis retourné souvent dans la vallée. Là. Je suis monté souvent haut dans ma deuxième montagne. Je reviens dans la vallée, mais ce qui est cool, c'est qu'après ça, quand tu repars, tu connais ton chemin. Tu as déjà créé un chemin. Tu as déjà. Ouais. Puis là, tu peux aller plus haut la fois d'après. C'est ça, tu peux aller plus haut, puis tu continues. Fait que c'est un peu ça la logique de ça, c'est que tu retournes dans la vallée. Puis là où le clou de ma métaphore, c'est la vallée, par contre, elle fait souvent des prisonniers. Okay, elle garde des gens dans la vallée. Puis ça, c'est les gens, là, puis je suis sûr que tu vas reconnaître des noms. Je suis sûr qu'il y a des noms qui vont te venir en tête. La personne est un peu marginale, dans le sens où elle accepte pas d'être conditionnée puis d'être dans le moule de la société. Là, tout le monde s'en va par là, elle s'en va de l'autre bord. Puis souvent avec un petit edge spirituel, puis elle aime bien les signes. Puis tu sais, cette personne-là, t'as quelques noms là, déjà en tête. Bon. Cette personne-là, elle a eu le courage à un moment donné de descendre dans la vallée puis de tourner le dos à ce que le monde avait essayé de la conditionner. Ben, elle a eu le courage ou elle a eu un événement traumatisant qui l'a emmené. Et voilà. Elle est allée dans la vallée. C'est ça le point. Mais là, tant que dans la vallée, tu te mets pas en mode action de créer, tu te mettras jamais à monter ta deuxième montagne. Fait que là, souvent, là, ce qui se produit, c'est que tu as des gens qui sont éveillés dans le sens où ils savent qu'ils veulent pas retourner sur la première montagne de la vie, puis ils savent ce qui est possible sur la deuxième parce qu'ils sont souvent entourés de ces personnes-là où ils ont des modèles puis tout ça, mais ils sont tellement figés dans la réinvention puis ils sont pas capables de se mettre en action, de créer, qu'ils restent pris là.
Puis ça, c'est, à mon avis, le pire. Parce que tant qu'à ça, t'es tout aussi bien d'être endormi sur la première. Je comprends ce que tu veux dire. Que d'être réveillé puis incapable de réaliser ce que tu souhaites réaliser. Ça, c'est tellement difficile parce que là, c'est un gap que tu vis tout le temps, quotidiennement, que tu sais que t'es capable de plus, mais tu fiches. Puis plus tu restes longtemps dans la vallée, plus le sommet, t'as l'impression qu'il s'éloigne puis tu seras jamais capable de monter, tu sais. J'ai des noms. J'ai des noms. On a tous des noms. On a tous des noms. C'est des personnes extraordinaires, mais c'est fou à quel point ils sont bloqués dans l'inaction souvent. Puis ils font quoi? C'est quoi l'étape 1? Ben, c'est d'apprendre à créer. Puis là, c'est là où le développement de sa conscience, l'observation de son fonctionnement personnel, le développement de sa vision de vie, comprendre que tout est modelable. Tu peux littéralement sculpter ta réalité exactement comme tu le veux, mais c'est une affaire à la fois. Fait que dans le fond, faut que tu priorises. Mettons, comme moi en création, je dis tout le temps, période de créativité sacrée à tous les jours. Ça veut dire que tu as au moins un moment dans ta journée que tu travailles sur quelque chose qui est important pour toi au niveau de ta mission. Tu travailles un moment qui est important pour ton énergie, puis un moment qui est important pour tes relations. Tu fais ça tous les jours, puis comme ça, tu vas avancer. T'sais. Bref. Fait que c'est de changer de mode de fonctionnement littéralement, puis penser comme un humain créateur et agir comme un humain créateur. J'ai aimé. Tu peux-tu la créativité, une période de création? Ouais. Une période d'énergie? Ouais. Puis une période de relation. Et voilà. Puis je trouve ça drôle parce que tu le mets dans un angle qui est tellement flou, mais tellement précis en même temps. Ben, parce que, tu sais, ta zone d'énergie pour toi, pour moi, c'est pas la même affaire. C'est pour toi, c'est tu vas aller au gym. Pour moi, en ce moment, pour moi. Ben, non, mais c'est ça qui est le fun. C'est parce que tu te définis pas comme. Tu te définis pas comme je vais au gym. Tu te définis comme. Là, en ce moment, ma zone d'énergie, c'est le golf. J'ai commencé ça, je trouve ça le fun. Mais là, quand l'été va arriver, ben ma zone d'énergie, ça va probablement être la montagne. Ou ça va être un mélange des deux. Fait que je trouve ça le fun, tu sais, parce que une période de créativité pourrait être, en ce moment, on est dans une période de créativité parce qu'on jase, puis on brainstorm, puis on crée du contenu, puis on crée de la valeur, puis on se stimule un et l'autre. OK. Ça va avec les foursomes, puis tout. Ouais, les foursomes, c'est ça. Tu vas pouvoir faire un beau montage, foursome, threesome, on se stimule l'un et l'autre, puis j'adore ça. Ça te donne l'énergie, tout ça. Ouais, c'est tout ça, donne de l'énergie. Je suis tanné. Fait que... Mais je trouve ça le fun parce que, mais dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'il faut se mettre en action avec des petites actions à haut rendement. Puis juste commencer à avancer, tout simplement. Écoute, là, tu sais, on pourrait retourner un deuxième podcast complet là-dessus, mais. Ouais! Ouais, on est reparti. Annule la prochaine! En fait, une autre grosse réalisation que j'ai eue à travers le temps, tu le comprends maintenant, là, moi j'aime beaucoup simplifier. En fait, j'ai eu tellement eu de complications à essayer de comprendre bien des affaires que là maintenant, moi ce qui me fait triper, c'est d'amener des solutions simples aux gens. Ouais. Puis à moi. Fait que, dans le fond, une vie heureuse, là, selon moi, là, puis tu sais, encore une fois, j'ai pas vu d'êtres humains qui font hey, c'est pas vrai ça. C'est tu remplis une certaine mission qui a du sens pour toi. C'est-à-dire que OK, si tu décides de garder ton travail alimentaire, ben, tu fais peut-être un bénévolat ou tu rencontres peut-être des gens ou tu dessines ou tu fais de la musique mais bref, il y a comme où tu crées quelque chose, t'écris, mais créer quelque chose que ça te donne un sens. Fait on le met dans le bloc mission, OK? Pour les entrepreneurs, qui est ma gang favorite of all, c'est de créer ta business puis tes projets de business, puis c'est ta mission. Fait que si tu te concentres là-dessus à tous les jours, on s'entend, à la fin de ta vie, c'est sûr que tu vas être heureux de l'avoir fait. Genre, tu peux pas te tromper. Ton énergie, c'est tout ce qui touche ta santé. Si tu en fais à tous les jours un bloc, c'est sûr qu'à la fin de tes jours, tu vas être heureux d'avoir pris soin de ton énergie. Puis tes relations, être aimé puis aimer les autres, genre, qui ne veut pas mourir en ayant aimé et en ayant été aimé? Genre, 100% des personnes. Voldemort, exact. Mais même, il y a son serpent puis tout, tu sais, c'est vrai, quand même. Il est tout enroulé. Il était adulé, par exemple. Fait que, il y avait quand même. Okay. Mais mon point, c'est que, tu sais, si à la fin de ta vie, tu veux avoir rempli une belle mission pleine de sens, tu veux avoir été en énergie pour vivre toutes sortes d'expériences, pour avoir été en santé puis vivre pleinement la vie, puis tu veux avoir aimé et être aimé, pourquoi on le fait pas un peu chaque jour? Fait que tu prends tes blocs, puis moi, les blocs, si je résume ça, c'est que je les vois comme des coffres à jouets. Fait que en ce moment, moi, dans ma vie, dans mon bloc énergie, il y a le gym. Vraiment, j'y vais tout le temps, presque à tous les jours, d'une façon ou d'une autre. J'ai le yoga.
J'ai un peu de brainwave en ce moment, beaucoup, tu sais, que je mets dans mes oreilles là, pour me stabiliser mes fréquences. Puis bref, ça me fait du bien, ça me fait méditer, on va dire. J'ai la marche en forêt. OK? Fait que ça, en ce moment, c'est ça. Il y a eu une époque de ma vie, il n'y avait pas de gym, mais il y avait du golf. Il y avait de la randonnée en montagne. Il y avait, tu sais, tu comprends? Tu mets toutes les... Moi, il y a la douche froide, le sauna, bref, je peux en mettre plein, mais c'est comme un coffre à jouets dans lequel tu as plein d'outils. Le but, c'est d'en piger un par jour. Dans chaque bloc. Un dans mission, un dans énergie, un dans relation. Tu peux plus te tromper. Fait que moi, c'est de même que je vis ma vie. À tous les jours, je coche ces 3 blocs-là. J'adore ça. C'était d'une richesse. Toujours du fun dans le jaser avec toi, mais là, j'ai particulièrement apprécié cette discussion-là. Cette fois-là. Les autres fois d'avant, c'est de la merde, là, mais... C'est le fun. Merci, tu m'as fait exprimer ce que je suis en train d'écrire à fond en ce moment. Ben, c'est ça, mais qu'est-ce qui s'en vient pour Guillaume? En fait, clairement, mon partenariat avec Manu est très, très important avec la Life Mastery Family. Très puissant. Là. Moi, je suis là-dedans depuis... Ça fait quoi? 6 mois, 7 mois, puis game changer. On a une super belle vision. Moi, ça fait peut-être, officiellement, plus 3 mois que je commence à être plus impliqué, 3-4 mois avec Manu. On place le brand, on place, bref, tous les actifs de ce qui fait un beau projet. Puis déjà, on voit des super beaux résultats, puis on a une super belle vision. Fait que ça, c'est sûr, de par l'impact que ça a au niveau de l'entrepreneuriat, puis surtout à quel point moi, ça me nourrit, puis bref, c'est tellement riche. Fait que ça, c'est majeur. À tous les jours, j'écris. Je veux vraiment, ça fait des années que je veux sortir un livre. J'ai écrit plusieurs pages à travers le temps, plusieurs angles de livres. Puis pour finalement, j'avais laissé ça de côté en me disant, laisse le temps aux choses de se déposer puis trouver le bon angle, puis bien placer tes idées. Puis là, ben, c'est arrivé dans les derniers mois. Fait que là, ça paraît, là, j'avance à un rythme de fou. Fait que ça va arriver. Puis sinon, écoute... je veux cocher ma bucket list, voyager, garder ma vie simple. Ouais, t'as nommé 3. T'as nommé 3 coffres à jouets. Écoute, je me suis auto-conditionné à créer ma vie comme ça. T'sais. Moi, c'est... ben merci d'être venu. Puis en terminant, je veux juste te remercier sur un point que des fois t'as pas besoin d'entendre quelque chose de compliqué pour te simplifier la vie énormément. Puis, tu as fait un podcast où je me souviens plus si c'était dans la LMF ou quoi que ce soit. Je pense que c'était un podcast que tu as fait où est-ce que tu parlais de cohérence. Que toi, tu voulais poser des actions qui étaient en cohérence avec toi-même, puis avec ce que tu veux, puis avec ta mission. Puis, je sais que c'était quand même, ça peut sembler être une évidence, là, tu sais, dit de même. Mais j'ai mis ça en application depuis plusieurs semaines. Puis, ça n'a aucun crise de sens à quel point je trouve que ma vie, elle est plus simple et qu'elle est plus saine. Parce que c'est la question que je me pose. Tu sais, j'ai plein de projets qui me sont proposés, du monde qui veulent faire des partnerships, on fait-tu telle affaire, puis on fait-tu tel projet, puis tout le kit. Puis avant, je me posais même pas de questions, je me garochais dedans. Et là, j'ai rajouté la question, est-ce que c'est cohérent avec qui je suis puis ce que je veux? Puis 95% des projets, j'y refuse. Qui étaient des projets que j'acceptais avant parce que je me posais même pas cette question-là. Fait que merci pour ça, pour ce partage-là, de dire est-ce que c'est cohérent? Puis ça facilite la vie. Fait que c'était vraiment un beau moment, c'était vraiment le fun. Merci Guillaume, puis on va te ramener sur le show pour quand ton livre va être lancé. Oh, on n'avait pas parlé de ça en privé. Ah non, c'est vrai. Ça va me faire plaisir. Sur ces belles paroles. Merci beaucoup tout le monde, c'était Marco et Guillaume pour la technique. Bien sympathique. Là. Yes, bye bye tout le monde.